Et pour cette addition, nous recevons Jean Messia qui est avec nous. Est-ce que Jean Messia, vous nous entendez? Non, pas encore. Il faudra attendre quelques secondes, chers auditeurs, mais ce n'est que pour faire monter le suspense, car effectivement, Jean Messia va nous rejoindre dans quelques instants, comme je l'expliquais. Nous allons parler de divers sujets. Celui par lequel nous allons commencer, c'est par la polémique qui frappe actuellement justement Jean Messia. J'essaie de retrouver, voilà, exactement. Alors, Jean Messia, est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes installé? Oui, tout Tout à se passe fait. bien? Oui. Ça passe bien. Alors, écoutez, je voudrais revenir tout d'abord sur un sujet un de vos posts sur X qui vous a valu presque 1 million de vues, des centaines de commentaires. Alors, je vais donner un petit peu de contexte. Ce qui se passe, c'est que vous publiez une photo humoristique de vous en Louis XIV, plus ou moins, ou en tout cas en noble du XVIIe siècle, photo qui est effectivement plutôt amusante. Et puis, en fait, il y a une personne qui vous dit, voilà, je ne savais pas qu'on s'habillait dans les quartiers de Choubra, donc voilà, c'est en Égypte, on l'imagine. Et puis, vous répondez que c'est comme ça qu'on s'habille en France, et que vous le traitez de raciste, ce monsieur, et puis lui répond que il est français de souche, qui descend voilà, d'un maréchal, etc. Et il vous dit que vous êtes un descendant de pharaon adorateur de hibou. Et là, vous avez répondu quelque chose qui, effectivement, a fait une certaine polémique sur les réseaux sociaux. Je vous cite entièrement. En effet, mes ancêtres pharaons étaient géomètres, astronomes, médecins, pendant que les tiens cherchaient des esprits dans les arbres. Tu descends de nulle part, t'es une fraude. Alors, pardon, Jean Messia, mais j'ai envie de dire, en tant que français de souche à titre personnel, moi je vous le dis, hein, je me suis senti visé par votre poste. Est-ce que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les Égyptiens avaient une civilisation formidable il y a 3000, 5000 ans, ce que nous on nie pas, hein, mais que les Celtes, les Gaulois qui étaient présents auraient été des espèces de bouseux. Enfin, en fait, c'est plus ou moins, on a l'impression, ce que vous dites, et moi je vous dis, j'ai été touché personnellement par votre poste, donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, d'abord, il y a rien d'insultant dans ce que je dis, d'une part. D'autre part, vous avez été choqué par mon poste, mais je suis triste que vous n'ayez pas été choqué par le poste auquel je réponds. Je l'ai été aussi, Jean Messia. Évidemment, c'est pas des Parce propos que qu'on si doit vous tenir voulez, normalement. Mais en général, j'ai l'habitude plutôt qu'on me renvoie à mes origines, et ceux qui le font, ce sont plutôt les racailles arabo-afro-musulmanes qui me renvoient à mes origines et qui n'acceptent pas l'idée que je puisse m'assimiler à une nation qu'ils haïssent, c'est-à-dire la France. Je dois vous dire que je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de commentaires de la part de Français de souche, comme ils se présentent. Et donc je découvre, si vous voulez, qu'à la faveur de la haine importée de l'extérieur, eh bien, ça ressuscite des haines françaises que l'on croyait éteintes. Alors ça avait commencé par l'antisémitisme, qui avait été terrassé en 1945 et qui était un vrai tabou français. Et je découvre que le racisme aussi est exhumé en quelque sorte par des immigrations arabo-afro-musulmanes qui, en gros, libèrent la parole et redonnent, ressuscitent en quelque sorte des haines qui étaient disparues en France. Alors, moi, ce que je dis, si vous voulez, c'est vrai que c'était une formule un peu maladroite, mais qui n'a rien d'insultant. bah, pardon, L'idée, enfin, vous comparez les pharaons et leur civilisation à des gens qui, vous dites, qui adorent des arbres dans la forêt. Enfin, pardon, mais non, qui adore vous admettrez que l'élément de comparaison, d'abord, déjà historiquement, c'est pas forcément juste, et ensuite l'élément de comparaison, vous admettrez qu'il est quand même vraiment pas. Vous allez pas me dire que c'est un compliment. écoutez, je répondais à une insulte par une autre insulte. Il y a le moment qui, effectivement, voilà, fait qu'on dit des choses caricaturales. C'est une caricature. Ce n'est pas insultant. Lui m'a insulté pour le coup, parce que dire que les pharaons étaient des adorateurs de hibou, excusez-moi, on est beaucoup plus loin de la vérité que dire qu'il y a 3000 ans en France, on adorait des esprits dans les arbres. C'est beaucoup plus caricatural dans un sens que dans un autre. Donc j'étais quand même relativement correct. Maintenant, si vous voulez, le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est surtout les réactions. Vous savez combien j'aime la France, vous savez combien je me suis assimilé à la France. Hmm. Un vrai Français, et je pense que vous l'êtes, un vrai Français devrait être touché par un parcours comme le mien.
Un grand pays, ne doutez pas que nous le soyons, Jean Messia. un grand Évidemment que pays, c'est admirable tout cela, mais un grand pays qui est fier de lui-même, un peuple qui est fier de lui-même. Vous savez, il est toujours fier d'avoir des gens qui viennent de loin et qui lui ressemblent. Ça entretient sa grandeur et ça alimente sa fierté. Lorsque quelqu'un de ce pays pointe du doigt, enfin, excusez-moi, l'assimilation est tellement rare aujourd'hui que lorsqu'un Français se met à tirer à boulet rouge sur un Français assimilé, alors, attendez, il ferait mieux de s'attaquer, si vous voulez, à tous les gens qui disent nique la France à longueur de journée, aux gens qui crachent sur la France, aux gens qui détestent la France, qui cassent tout à la moindre occasion. Voilà les gens, voilà la cible. Faut pas prendre. Il y a aucun doute là-dessus, Jean Messia. Vous avez encore une fois tout à fait raison, et votre parcours est évidemment le signe que en fait l'assimilation n'était pas, en tout cas en votre temps, tout à fait morte. Que effectivement on pouvait vraiment devenir sincèrement français du plus profond de soi. Simplement, bon, on va pas rester pendant toute une demi-heure à ce sujet-là. Je pense que votre propos était malheureux, et on espère en tout cas que vous avez effectivement pas souhaité insulter en général les Écoutez, Français de souche. Ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent l'amour pour la France. Vous savez, j'ai toujours dit, parce que c'est pareil, que ce soit, j'ai découvert, si vous voulez, ces gens-là ne représentent personne à la vérité. Ces racistes qui se présentent comme des nationalistes et des identitaires, fort heureusement, ils ne représentent qu'une poignée de personnes. La vraie haine de la France reste quand même la haine arabo-afro-islamique. Je suis un peu triste, si vous voulez, qu'à l'occasion de cette histoire, il y a eu comme une jonction contre nature entre les insultes de certaines racailles et le comportement de ces gens. D'ailleurs, vous n'avez pu qu'être vous-même surpris. Moi, je dis souvent, si le retour de la France que j'aime et à laquelle je me suis assimilé passe par ma propre rémigration, eh bien que périsse mon propre destin et que vive la France. Bah écoutez, on vous en demande pas autant, Jean Messia, mais merci. J'ai envie de dire bravo. Enfin, je sais pas trop quoi répondre, mais en tout cas, évidemment qu'on n'a aucun doute. C'est ça qui est certain sur vos intentions dans le fond. De rajouter un petit mot, pardonnez-moi, oui, sur ce sujet, parce que c'est un sujet quand même qui vient. Si vous voulez, la réaction qui a eu lieu, de tollé, disons-le, qui a eu lieu, viennent quand même dire des choses à côté desquelles on ne peut pas passer, sur le malaise identitaire que nous vivons. Moi, vous savez, je n'ai jamais prétendu que toutes les immigrations étaient fongibles à la France. Je n'ai jamais prétendu comment dire, que toutes les natures d'immigration et tous les nombres d'immigration étaient assimilables. L'assimilation, c'est un concept qui ne prévaut et qui ne vaut que lorsque l'immigration est homéopathique, c'est-à-dire qu'on assimile des individus. Par ailleurs, il y a certaines immigrations qui sont inassimilables. Vous comprenez? Alors c'est vrai que moi je ne suis pas européen à la base. Les immigrations européennes sont évidemment beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement assimilables, encore que ceux qui l'ont vécu vous diront que ça n'a pas été facile, mais enfin ça a été quand même plus facile que pour d'autres immigrations. Mais je pense, si vous voulez, qu'à côté des immigrations européennes, qui peut prétendre par exemple que les juifs pieds noirs, les chrétiens d'Orient, les asiatiques, les vietnamiens des boat people n'ont pas été assimilés à la France. La deuxième génération de vietnamiens nés des boat people s'appelle Christophe, André, Mathilde, etc. Et ils gardent leur nom chinois. Les chrétiens d'Orient, forcément, ils sont beaucoup plus assimilables. Vous connaissez certainement des Libanais maronites, des Syriens, des Coptes peut-être. Des Arméniens aussi, oui, bien sûr. Arméniens. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment tout le fond de sac, tout le fond culturel chrétien qui nous est commun. Donc un chrétien d'Orient, quand bien même il vient d'un système civilisationnel qui est un système civilisationnel islamique, il ne tombe pas de l'armoire quand il arrive en France, qui voit des églises, qui met ses enfants à l'école catholique, etc. Oui. Donc les chrétiens d'Orient, certes, n'ont pas baigné dans le système civilisationnel européen, mais ils ont quand même un canal extrêmement robuste
par lequel ils peuvent s'acculturer et par lequel ils peuvent Oui, s'approprier cette, l'héritage français. c'est cette célèbre phrase comme quoi une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Donc, dans tous les cas, effectivement, c'est vrai qu'il y a Exactement. cette religion en commun, ça fait pas de doute. En tout cas, je voulais quand même vous dire que le but de mon propos, pour tous ceux qui me connaissent, qui me suivent, et ça fait maintenant près d'une dizaine d'années que je milite au sein du camp national, savent très bien l'amour que j'ai pour la France. Je dis souvent d'ailleurs que mes ancêtres à moi étaient pharaons et ils sont devenus gaulois par la magie de l'assimilation. C'est quelque chose que je répète souvent dans mes meetings et dans mes prises de position politiques qui choquent évidemment un certain nombre de racialistes à la fois arabo-afro-musulmans, mais aussi des racialistes malheureusement européens. Mais c'est la vérité, c'est ça la magie de l'assimilation à la française. Il faut qu'évidemment les personnes assimilées restent minoritaires et restent en tout petit nombre, parce qu'on ne peut pas assimiler des peuples. Mais en tout cas, l'assimilation est possible à condition que l'immigré soit d'un système civilisationnel proche de la France et qu'aussi la France cultive aussi sa grandeur et sa fierté, parce que, à la vérité, personne n'a non plus envie de s'assimiler à un pays dont le président de la République dit qu'il n'a pas de culture, dit qu'il a commis des crimes contre l'humanité je ne sais où, etc. etc. Donc, Hmm. on ne peut pas demander, si vous voulez, à un immigré d'avoir une très haute idée et un très haut amour de la France lorsque les élites françaises elles-mêmes, qui sont en charge de présider aux destinées de notre pays, crachent sur celui-ci en permanence. Donc voilà, c'est une quadrature du cercle qui pour l'instant n'est pas réunie et que nous ambitionnons de réunir chez Reconquête. Et en tout cas, c'est certainement grâce à des personnes comme vous qu'on y parviendra. Encore une fois, j'ai tendance à considérer que, bien sûr, qu'il y a tout ce contexte et que tout autour est condamnable, comme la personne qui vous insulte et tout ça. Je pense également que, Jean Messia, votre tweet reste malgré tout malheureux dans le fond, qu'il était sans doute peut-être écrit un peu rapidement, mais en tout cas, voilà, évidemment, on ne doute absolument pas une seconde de la nature et la sincérité de votre combat. Et merci d'avoir répondu à cette question, effectivement, un peu polémique. Alors, on voulait parler d'autres sujets avec vous ce matin, notamment un soi-disant attentat masculiniste qui aurait été réalisé par un incel. Alors, est-ce que vous pourriez... allez-y, parce que je crois que vous avez un boulevard devant vous. Non, mais si vous voulez, ça m'a beaucoup fait rire parce que hier, tous les JT ont consacré des tartines à la mouvance masculiniste. Alors vous vous imaginez, vous, des défilés de masculinistes Ouais. en casque à pointe et en bottes de cuir. Vous croyez que ça concerne, si vous voulez, des dizaines de milliers d'individus prêts à en découdre avec les femmes Ouais, c'est ça, des espèces de au, vikings comme ça qui voilà, au arriveraient pour... village et dans la ouais, rue, des Normands, des Normannes, ouais. comme on disait, vous imaginez Rolf le marcheur débarquer avec son dracard. Enfin bon, tout ça est grotesque, et d'autant plus grotesque, si vous voulez, que on ne peut pas non plus s'empêcher, si vous voulez, de faire le parallèle avec d'autres types d'attentats. Moi, je me souviens que lorsque vous avez un mec qui arrive avec un sac à dos, avec un Coran dans son sac à dos, en criant Allah Akbar, qui se met à poignarder des innocents dans la rue, eh bien, on y consacre à peine une minute sur les JT, on vous parle d'un déséquilibré, et c'est tout. Alors que là, nous avons des attentats dont l'idéologie est parfaitement identifiée, dont la mouvance est parfaitement modifiée, une idéologie qui agrège probablement à travers le monde des dizaines de millions de personnes et sur notre sol peut-être des dizaines de milliers. Et ça, c'est comme un espèce d'iceberg qui passe, si vous voulez, sous les radars médiatiques. Ça n'est pas interrogé. Et par contre, un attentat, en tout cas un acte anti-féminin ou anti-femme, là, pour le coup, on vous brode un récit, mais abracadabranteresque, Presque. sur... Vous y étiez Oui, presque. j'y étais presque. Non, mais sur une mouvance incel, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis même pas allé voir, parce que c'est encore un concept à la con inventé par les médias pour faire peur aux Français. Un attentat masculiniste, donc on s'imagine qu'il y a des cellules terroristes prêtes à mettre des bombes sur le passage de Sandrine Rousseau ou sur le passage de Caroline de Haas. Je crois que par contre, il y a dans les relations hommes-femmes, effectivement, mais ça c'est la faute du système actuel et de la faute de la propagande LGBT et de la propagande féministe également,
comme il y a un malaise identitaire dans notre pays, on en a parlé dans notre premier thème, il y a aussi presque un malaise du genre. C'est-à-dire que les hommes ne savent plus, si vous voulez, ce que c'est d'être un homme. Une femme, personne n'est à sa place, en fait. Pourquoi ? Parce que nous avons un système qui brouille les limites entre ce que devrait être un homme, ce que devrait être une femme, et ce que devraient être les rapports et les relations entre les hommes et les femmes. Et en plastiquant, si vous voulez, ce schéma ancestral de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, de ce qu'est leur relation qui a prévalu en France pendant des siècles, eh bien, nous arrivons effectivement à organiser un flou, à organiser des malaises. Jean Messia, je suis désolé, mais il va falloir que vous fassiez de la pédagogie. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est un homme et ce qu'est une femme ? Parce que si c'est plus clair, il faut que vous soyez concret là. Bah, écoutez, ce qu'est un homme, ça n'a pas besoin de définition, ça a juste besoin de se déshabiller. Ah oui. Bah, on va faire ça alors, parfait. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que, évidemment, qu'on est déterminé par son sexe. Je veux dire, si on est en train de nous expliquer que ce qu'on a entre les jambes, ça n'importe peu, et ce qui compte, c'est la manière dont on se sent, et ça, c'est de la folie furieuse. On n'est plus, si vous voulez, dans de la science, on est dans de la psychiatrie. Alors, je ne doute pas que des gens aient des inadéquations entre ce qu'ils pensent être et ce qu'ils sont, mais ça relève de la psychiatrie. Et donc, ça ne relève pas, si vous voulez, d'une mode ou de quelque chose qu'on pourrait, en se réveillant, dire « Tiens, j'ai envie d'être une femme aujourd'hui » ou « J'ai envie d'être non-binaire » ou je ne sais quelle autre bêtise. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que c'est une époque qui est quand même assez particulière et qui, au fond, en pensant faire de la bienveillance, de l'humanisme, en accueillant tout le monde, la démarche inclusive, qu'ils appellent inclusive, est en réalité, et je demande à vos auditeurs de réfléchir sur cette phrase, en fait, l'inclusivité est un des fondements de la violence de notre société. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir mettre tout le monde sur un pied d'égalité, à force de considérer que toutes les exacerbations individualistes, quelque délirantes qu'elles soient, doivent être prises en compte dans la réflexion d'une société et en faire un sujet de société, eh bien, on finit finalement par saper les fondements les plus élémentaires d'une société, c'est-à-dire l'homme, la femme, les enfants, et partant de susciter, de créer des violences liées à l'incompréhension, liées aussi à la violence qu'on reçoit, parce que quand, par exemple, vous avez aujourd'hui des femmes qui, baignées dans le féminisme, considèrent que les hommes ne sont que des monstres dont le destin est de les frapper, de les violenter et de les violer, évidemment que lorsqu'un homme qui ne se pense pas du tout comme ça, qui n'a jamais été comme ça, qui n'a jamais reçu un tel schéma de par sa famille, entend ça, eh bien, il réagit lui aussi avec violence, si vous voulez. Donc, je ne justifie rien, j'essaie d'expliquer. Oui, très bien. Alors, Maëlys, il y a quelqu'un qui se demande dans le chat si vous ne seriez pas un homme, dans le fond. Non, je vous rassure, chers auditeurs, je ne suis pas un homme, je suis bien une femme. Je vous l'assure. Moi-même, je suis rassuré. Merci d'avoir posé la question, chers auditeurs. Mais vous avez aussi une question pour Jean Messia, Maëlys. Oui, tout à fait. Alors, Jean Messia, vous avez probablement eu vent de ce chroniqueur sur une radio concurrente qui avait déclaré, après la victoire du PSG et tous les saccages qu'on a connus dans Paris, que s'il y avait eu autant de massacres dans la ville, c'était parce que il y avait trop de masculinisme. Voilà, c'est une question de virilisme et que c'était évidemment pas une question de qui a provoqué tout ce massacre finalement. Mais quand on compare par exemple au sport du rugby, bon, c'est vrai que c'est un sport que je mentionne souvent parce que je l'apprécie particulièrement. Le rugby est un sport qui est quand même à la pointe du virilisme, si vous me permettez. Et très étrangement, très récemment, le Stade Toulousain a remporté le bouclier de Brennus et on a vu encore une fois qu'il n'y a pas eu tout ce massacre après ce match. Donc on voit bien finalement que très bizarrement, il y a une petite différence et que finalement, le virilisme n'a pas forcément d'influence là-dessus. Je vais même aller plus loin. Je ne sais pas, dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas de football en France. Si. Il n'y avait pas des Coupes de France, des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde. Alors, il y a toujours... sans vouloir faire mon gauchiste Jean Messia... J'allais y venir. Voilà. Oui.
Bien sûr qu'il y a toujours eu du hooliganisme, de la Voilà. violence, etc. Ça, je n'en disconviens pas du tout. J'en ai même été moi-même témoin J'ai cru que vous aviez été acteur, Jean dans mes Messia. années dans mes années On vous d'adolescence, dans imaginait, les années 80. on vous imaginait la tribune au virage Auteuil en train de casser les Niçois ou les Marseillais, ça aurait pu être Ouais. magnifique. Mais... Donc, si vous voulez, mais bon, qu'est-ce que c'était au fond? C'était quelques supporters éméchés, ça se terminait par des roulades dans la figure et c'était terminé. J'ai jamais assisté, si vous voulez, même dans le football, connu pour abriter une forme, voilà, de supporters violents de tout temps, ça n'a jamais eu de telles proportions. Et alors, Et moi, surtout, ça j'entends restait dans le stade. C'est-à-dire que ça allait pas en oui. dehors. Alors, ça allait parfois en dehors, mais c'était limité, encore une fois, à quelques bagarres de personnes qui avaient un peu Oui, ou bu, dans les etc. bars, quoi. Oui, c'est ça, oui, voilà. Voilà. Mais si vous voulez, cette personne est quand même extraordinaire qui nous dit que c'est du virilisme. Cette personne doit être probablement de gauche ou d'extrême gauche. Oui, oui. On sait très bien que les immigrations, si vous voulez, en tout cas les sociétés maghrébines, arabo-musulmanes ou africaines, ne sont pas particulièrement connues, si vous voulez, pour être gay-friendly ou pour être particulièrement en pointe sur le droit de la femme. Bon, ce sont plutôt des civilisations où les femmes sont, comment dirais-je, réduites à des rôles ménagers et où évidemment ce sont des sociétés extrêmement patriarcales. Donc ma question est la suivante, puisqu'on sait que ces sociétés sont ultra patriarcales, à quoi diable s'attend-on lorsqu'on importe des centaines de milliers d'individus chaque année de ces systèmes civilisationnels pour les mettre en France? Qu'est-ce que vous croyez que ça va générer pour le droit des femmes? Mais c'est exactement la même chose que pour les déséquilibrés, Jean. Mais c'est qu'en fait, c'est des pays où on sait qu'il y a un taux de justement de problèmes psychiques beaucoup plus élevé. Effectivement, il y a une bonne partie des personnes qui commettent des attentats sont effectivement des déséquilibrés. Pourquoi importer autant de virilistes? Pourquoi importer autant de déséquilibrés? Exactement. Alors là où, si vous voulez, il y a quand même des institutions familiales, étatiques très fortes dans les pays arabo-musulmans et dans les pays africains qui contiennent la violence de ces mâles en quête de pouvoir et d'autorité sur les femmes. Lorsqu'ils arrivent en France, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus le chef du village, il n'y a plus le père avec son martinet qui contient la violence des adolescents. Il n'y a plus tout ça. Il y a au contraire un système qui croient voir dans les racailles qui détruisent tout leur propre jeunesse de mai 68. Donc ils éprouvent une forme de sympathie pour ces violences en se disant « jeunesse passera, c'est normal, on a fait pareil, nous aussi, on a jeté des pavés en criant CRS égale SS il y a 50 ans ». Vous voyez, donc je pense que voilà, et la gauche a toujours ces contradictions, c'est exactement sur le même modèle qu'on vous dit « ah mais la violence n'a rien à voir avec l'immigration ». La délinquance et la criminalité n'ont rien à voir avec l'immigration, ça a tout à voir avec des déterminismes sociaux, disent-ils. Alors quand vous grattez les déterminismes sociaux, c'est quoi? C'est en gros la pauvreté. D'accord, mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est la pauvreté qui détermine la délinquance et la criminalité, que diantre, pourquoi importer le tiers-monde, qui est par essence pauvre, puisque eux-mêmes reconnaissent que la pauvreté, c'est un vecteur de criminalité et de violence. Pareil, pourquoi? Par exemple, moi je suis candidat au municipal à Évreux. Nous avons ici à Évreux 45% de logements sociaux faits par le maire macroniste qui a tenu la ville pendant 2 mandats. C'est pareil. Si on croit, et il veut encore augmenter la dose de logements sociaux. Mais donc si les logements sociaux, c'est la pauvreté. Donc dire que vous voulez augmenter les logements sociaux, vous voulez en fait augmenter la délinquance et la criminalité si l'on suit la logique gauchiste. Donc, en fait, les gauchistes ne comprennent plus rien aux contradictions et au bordel qu'ils ont créé dans notre pays et se prennent eux-mêmes les pieds dans leur tapis de prière, si je puis dire. La formule, Jean Messia, il nous reste seulement 1 minute. Hein. Est-ce que vous voulez dire 30 secondes sur la canicule? Ah oui. Ça aussi, c'est très amusant, vous savez, à la réflexion. Vous avez des 30 secondes, des JT qui souffrent tous les soirs en disant « mais la canicule, d'où ça vient ?» Alors que c'est un phénomène naturel, la canicule, c'est un phénomène météorologique que rien ni personne ne peut prévoir. Par contre, et on s'acharne à vouloir l'expliquer et à vouloir expliquer les causes et les conséquences. Par contre, la canicule identitaire sous laquelle la France suffoque depuis 40 ans, dont on connaît parfaitement les causes
et pour laquelle on connaît parfaitement les solutions, celle-ci, on vous la présente comme un phénomène météorologique. C'est-à-dire, ça vient de nulle part, on ne sait pas. Il y a des réfugiés climatiques qui arrivent, on ne sait pas comment les gérer. Donc, ce sur quoi la politique peut être promotéenne, on vous dit c'est de la météo, on ne peut rien faire. Mais lorsque c'est de la météo contre laquelle la politique ne peut rien, on vous dit ah bah non, là on va s'acharner à essayer d'agir. Merci beaucoup Jean Messia d'avoir participé avec nous à cette édition. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler, c'est très intéressant, on a pu brosser pas mal de sujets et avec un peu de chance il fera encore chaud la semaine prochaine, vous pourrez garder un petit peu plus de bons mots comme vous savez les faire pour la semaine prochaine. Merci Jean Messia.